Des quartiers entiers de Varsovie brûlaient sous les bombes allemandes, tandis que des enfants traversaient des rues remplies de décombres avec des seaux d'eau, risquant leur vie pour la survie familiale. À Leningrad, des mères désespérées demandaient en pleurant si elles devaient tuer et manger leur chat bien-aimé. Mais que s'est-il passé quand la faim a transformé des gens civilisés en cannibales? Lors de la Seconde Guerre mondiale, des villes entières sont devenues des pièges mortels remplis de souffrances. Non seulement les soldats en ont souffert, mais surtout les gens ordinaires y vivant. Le fait d'entourer des villes en tant que ruse de guerre est connu depuis très longtemps. Depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les attaquants encerclaient des châteaux ou des villes protégées et attendaient que les défenseurs manquent de provisions et abandonnent. Mais dans les années 1900, cette stratégie a pris des formes nouvelles et encore plus terrifiantes. Les grandes villes modernes, remplies de gens ordinaires, débordaient d'hommes, et les améliorations des armes rendaient leur destruction beaucoup plus efficace que jamais auparavant. Les grandes villes encerclées de la Seconde Guerre mondiale sont devenues des pièges où la souffrance a atteint une intensité incroyable. En même temps, une énorme pression mentale pesait sur les personnes encerclées. Chaque jour, ils vivaient en sachant que la mort pouvait venir à tout moment, soit sous forme de bombes ou de grenades, soit juste par la famine lente. Le moral dans les villes, souffrant de la faim et de la peur, est tombé à un niveau dangereusement bas et le désespoir a souvent conduit à des actions inimaginables en temps de paix. Dans cette vidéo, vous apprendrez les conditions extrêmes qui existaient dans les grandes villes assiégées, ce que les gens ont dû endurer et jusqu'où ils étaient prêts à aller pour survivre. À travers des histoires spécifiques de Varsovie, de Leningrad, de Stalingrad, de Budapest et de Berlin, nous révélerons ce que cela signifiait de vivre dans une ville coupée du monde. Dans un instant, vous comprendrez pourquoi l'encerclement des villes lors de la Seconde Guerre mondiale est considéré comme une souffrance infernale tant pour les civils que pour les soldats. Le premier aperçu de la cruauté des sièges a été vécu par les habitants de Varsovie dès le début de la guerre, lorsque l'Allemagne nazie a attaqué la Pologne le 1er septembre 1939. Beaucoup de gens ne pouvaient toujours pas imaginer ce que signifiait la guerre totale. Mais Varsovie a rapidement subi un nouveau type de bombardement systématique et d'obus sur les quartiers civils. Dès le premier jour de la guerre, des bombes sont tombées sur la ville depuis des avions allemands et au cours des semaines suivantes, les attaques ont empiré. L'armée polonaise et des volontaires ont courageusement défendu la ville et les rues remplies de barrières, mais l'ennemi a progressivement encerclé la grande ville. À partir de la mi-septembre 1939, Varsovie était complètement coupée de la zone environnante. Le commandement nazi a décidé de briser la résistance de la ville par une force écrasante. Le 25 septembre, la Luftwaffe a effectué un bombardement intensif, après quoi des quartiers entiers gisaient en ruine et des incendies incontrôlables brûlaient. Des milliers de civils innocents y ont perdu la vie. Les estimations parlent d'environ 10 000 victimes rien que ce jour-là. Les bombes ont également mis hors service la centrale électrique de la ville, si bien que l'électricité s'est coupée dans la ville assiégée et les émissions de radio se sont tues. Les gens n'avaient aucune information. L'eau ne coulait pas dans les rues et il n'y avait rien pour éteindre les incendies. Les gens souffraient de la soif. Le système d'eau était détruit et seules quelques pompes à main fonctionnaient dans la ville. Ainsi, les gens devaient se rendre au fleuve Vistule ou à ses pompes pour de l'eau, même pendant les bombardements. Une célèbre photographie de Varsovie assiégée montre une petite fille avec un seau traversant prudemment une rue pleine de décombres. Mais même les enfants devaient risquer leur vie pour subvenir aux besoins vitaux de leur famille. Les gens se cachaient dans des sous-sols et des abris pendant que les explosions tonnaient au-dessus d'eux et à chaque nouvelle détonation, de nouvelles victimes étaient ajoutées.
Le maire de Varsovie, Stefan Starzyński, est resté dans la ville et a donné du courage à ses concitoyens à travers ses discours radio dans lesquels il condamnait également la barbarie des attaquants. Au cours de 3 semaines de siège, Varsovie a subi d'énormes pertes en vies humaines et en patrimoine culturel. Des bâtiments historiques ont été réduits en cendres, les hôpitaux étaient saturés de blessés et les réserves de nourriture étaient sur le point de s'épuiser. L'armée allemande bombarde la ville jour et nuit. Les quartiers d'habitation tremblent jusqu'à leur fondation. Les civils devaient boire de l'eau du fleuve et cuisiner avec les dernières réserves pendant que la poussière des maisons détruites tombait sur eux. Dans cette vidéo, vous apprendrez bientôt quelle décision tragique le commandement polonais a dû prendre face à la souffrance des habitants. Le 28 septembre 1939, après 20 jours de défense héroïque, Varsovie a capitulé. Les défenseurs polonais avaient épuisé leurs munitions et continuer à se battre aurait signifié condamner la population civile à une destruction certaine. La décision de déposer les armes n'a pas été facile, mais une résistance supplémentaire aurait apporté seulement une souffrance plus grande aux innocents. Malgré tout, le siège de Varsovie a coûté la vie à environ 25 000 civils. Les rues de la capitale polonaise étaient couvertes de décombres et éparpillées de milliers de nouvelles tombes. Pour le monde entier, cela était un signal glacial que cette guerre ne serait pas miséricordieuse, même pour les villes remplies de familles avec enfants. Le destin tragique de Varsovie ne s'est malheureusement pas arrêté là. 5 ans plus tard, en août 1944, les habitants de la grande ville se sont à nouveau rebellés contre les nazis lors de l'insurrection de Varsovie. Pendant plus de 2 mois, les rebelles ont combattu avec le soutien des civils dans les rues, mais les nazis ont écrasé ce brave acte dans le sang. Une vengeance brutale a suivi. Des unités allemandes ont tué environ 150 000 habitants de Varsovie et Hitler a ordonné à la ville d'être systématiquement rasée au sol. À la fin de 1944, la grande ville polonaise avait pratiquement cessé d'exister. Il n'en restait que des ruines. Varsovie est devenue la seule grande ville d'Europe à avoir été détruite 2 fois pendant la Seconde Guerre mondiale. Varsovie était tombée, mais le pire siège de la guerre était encore à venir. Dans un instant, nous nous dirigerons ensemble vers le nord, où une blocus de Leningrad se préparait. Un siège encore plus dévastateur et surtout beaucoup plus long a frappé Leningrad durant la guerre. Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg. Lorsque les nazis ont attaqué l'Union soviétique à l'été 1991, l'un de leurs objectifs était cette 2e plus grande ville soviétique, un port stratégique et un bastion symbolique du communisme. Adolf Hitler a décidé de ne pas conquérir Leningrad par une attaque rapide au prix de ses propres pertes, mais de l'entourer et de la laisser mourir de faim. Hitler a même fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention d'accepter la reddition de Leningrad. La ville devait être rasée au sol et les habitants devaient soit mourir, soit être chassés. La ville était encerclée par des unités de l'armée allemande au sud et finlandaise au nord, de sorte que toutes les connexions terrestres avec le monde extérieur étaient coupées. En septembre 1941, un horrible et épuisant siège a commencé, s'étendant sur une période vraiment incroyable de 572 jours d'enfer littéral. Des dizaines de milliers de personnes étaient bloquées à Leningrad, y compris environ 400 000 enfants. Les réserves alimentaires au début du blocus n'ont duré qu'environ 1 mois. Bientôt, les conséquences ont commencé à se manifester. La faim et le désespoir. À la fin de 1941, les rations alimentaires étaient tombées à des quantités ridicules. Les travailleurs ne recevaient que 250 grammes de pain par jour, d'autres encore moins, juste 125 grammes, soit une tranche de pain, et même ce peu de pain était fait de sciure de bois et de substituts, car il y avait une pénurie critique de farine. L'hiver extrêmement rigoureux
amoureux de 1942 a alors transformé la famine en une apocalypse glaciale. Le chauffage ne fonctionnait pas, l'eau gelait dans les tuyaux, l'électricité était coupée dans des appartements non chauffés, les gens dormaient en manteau et le matin ils avaient peur de savoir combien de voisins étaient morts de froid pendant la nuit. Chaque jour, à Leningrad, des milliers de personnes mouraient d'épuisement. Les habitants affamés ressemblaient à des squelettes vivants. Le poids de nombreux adultes tombait bien en dessous de la normale et les corps étaient affaiblis. Une personne souffrant de faim chronique ne pouvait même pas marcher. Les gens tombaient d'épuisement dans la rue ou s'effondraient montés au travail à leur machine. En janvier et février 1942, lorsque le froid et la faim atteignaient leur paroxysme, plus de 200 000 habitants sont morts rien que durant ces 2 mois. Au premier semestre 1942, le nombre de victimes de la faim et du froid a atteint environ 550 000 personnes. Les gens affamés s'écroulaient en pleine rue et souvent leur corps restait là, faute de force ou de moyens pour les évacuer. Ce n'est qu'avec le dégel printanier que les tas de morts ont été déblayés. Tous les chiens et chats avaient disparu des rues de la ville. Ils s'étaient soit échappés, soit avaient été mangés. Oui, les Léningradois désespérés ont mangé tout ce qui pouvait être digéré. Ils cuisinaient des soupes à partir de ceintures et de bottes en cuir. Ils grattaient des cols sur du papier peint, attrapaient des pigeons. Un témoin du blocus se souvient que sa voisine lui a demandé, en pleurant, si elle devait tuer et manger son chat bien aimé, et elle l'a finalement fait. Mais tout cela n'était que des tentatives désespérées pour retarder la mort par famine. Dans cette vidéo, nous vous révélerons bientôt quelque chose qui a longtemps été gardé secret. Le siège de Leningrad a été accompagné du phénomène sombre du cannibalisme. La faim a poussé certains habitants à l'extrême. Manger des corps humains, les autorités soviétiques ont puni cela sévèrement. Rien qu'au premier semestre 1942, plus de 2000 personnes ont été arrêtées pour cannibalisme. Des peines de mort attendaient les coupables sur le champ. Les patrouilles abattaient souvent sans pitié des gens désespérés. Pourtant, il y a des cas documentés où des personnes désespérées ont découpé des cadavres en morceaux de viande et ont même tenté de les vendre sur les marchés comme de la pâte de viande. La faim a conduit des habitants civilisés d'une grande ville moderne aussi loin. Un témoignage choquant sur l'horreur du blocus est le journal de Tania Savicheva, âgée de 12 ans. Cette écolière de Leningrad y a enregistré comment les membres de sa famille sont morts l'un après l'autre de faim. La dernière page du journal porte une note désespérée. Tout le monde est mort. Il ne reste que Tania. Son simple journal a été retrouvé après la guerre et est devenu un symbole de la résistance des enfants de Leningrad. Il est exposé aujourd'hui au musée de la Défense et du blocus de Saint-Pétersbourg comme un rappel de ces événements tragiques. Pendant des mois et des années, les Léningradois ont vécu dans une horreur sans fin. Les bombardements constants et impitoyables et l'artillerie ont tué plus de victimes. Par exemple, lors d'une seule attaque aérienne le 19 septembre 1941, plus de 1000 personnes ont perdu la vie au marché. Pourtant, la ville n'a pas déposé les armes. Les travailleurs épuisés par la faim continuaient de fabriquer des obus de mortier dans des ateliers improvisés et de réparer des chars pour le front. Les habitants essayaient de maintenir le moral, même dans les moments les plus difficiles. Théâtre et orchestre fonctionnaient. En août 1942, la première du concerto de Leningrad de Shostakovich a retenti à Leningrad. Une magnifique composition écrite en défi aux nazis. Les musiciens l'ont joué épuisés au bord de leurs forces, mais cela a donné aux auditeurs un nouvel espoir. La seule mince bouée de sauvetage qui a maintenu Leningrad en vie
était la soi-disant route de la vie à travers le lac Ladoga gelé. Lorsque la glace a suffisamment durci en hiver, des camions chargés de nourriture et de carburant ont traversé pour rejoindre la ville assiégée et en évacuer les enfants et les Mofodler-Mekenfit et les malades. Les conducteurs ont risqué leur vie. La glace était fine et les Allemands bombardaient la route. Au cours des 2 premières semaines d'exploitation, 157 véhicules transportant des marchandises précieuses ont chuté à travers des trous dans la glace. Pourtant, cette route a permis à Leningrad de ne pas mourir complètement de faim et à des centaines de milliers de personnes d'être évacuées. Le siège de Leningrad a duré presque 2 ans et demi. Ce n'est qu'en janvier 1944 que les soviétiques ont réussi à briser définitivement le blocus et à établir une connexion terrestre avec la ville. Lorsque les tirs se sont tus, une scène choquante attendait les libérateurs. Leningrad était une ville de fantômes. On estime qu'environ 1 million de civils sont morts durant le blocus de faim, de froid et de bombardement. Cette énorme perte de vie n'a pas de précédent dans l'histoire moderne. Leningrad est devenu un symbole de souffrance, mais aussi d'invincibilité. La ville n'a jamais capitulé. Les survivants se souviennent encore du siège comme une période d'épreuve incroyable de la volonté humaine. Les histoires de personnes ayant survécu à 872 jours d'enfer littéral nous glacent encore aujourd'hui. Et pourtant, la même année, 1942, un autre immense affrontement a commencé, montrant un autre visage des sièges, l'enfer de la bataille totale dans une ville nommée Stalingrad. Leningrad a souffert pendant de nombreuses années, mais dans le sud de la Russie, un épisode plus court, mais incroyablement sanglant, était en cours. Dans un instant, nous découvrirons pourquoi Stalingrad est évoqué comme la bataille la plus sanglante de l'histoire. Le nom Stalingrad est devenu synonyme de destruction absolue. Cette ville sur la rivière Volga a vécu la bataille la plus sanglante de la Seconde Guerre mondiale, qui a duré moins de 200 jours, mais a égalé en intensité et en nombre de victimes des conflits durant plusieurs années. À l'été 1942, l'armée allemande a attaqué le sud de l'URSS dans le but de prendre le contrôle des champs pétrolifères du Caucase. La clé du succès pour Hitler est devenue Stalingrad, un grand centre industriel nommé d'après le leader soviétique Staline. La conquête de Stalingrad avait non seulement une valeur stratégique, mais aussi de prestige pour les nazis. Les forces allemandes ont encerclé la ville par voie terrestre et ont poussé les défenseurs vers la rivière Volga. À partir d'août 1942, Stalingrad est devenu un inferno enflammé. L'aviation allemande a d'abord bombardé la ville en tapis, provoquant d'énormes incendies. On estime que dans les premiers jours de bombardement aérien, plus de 40 000 civils qui n'ont pas pu fuir sont morts. Staline a longtemps hésité quant à l'évacuation des habitants. Il existe des témoignages évoquant une interdiction stricte de l'évacuation pour ne pas miner le moral des soldats. Ainsi, des dizaines de milliers de civils se sont retrouvés piégés à Stalingrad, qui ont ensuite désespérément essayé de survivre au milieu de la bataille. De nombreux habitants se cachaient dans les sous-sols de maisons détruites, dans les égouts ou dans des bunkers improvisés creusés dans les décombres. La ville s'est transformée en une mer sans fin de ruines. Et ces ruines mêmes sont devenues le champ de bataille. Les murs des maisons effondrées servaient de boucliers, les sous-sols de tranchées. Ils se battaient pour chaque rue, pour chaque maison, souvent littéralement pour chaque escalier ou pièce. La maison de Pavlov est devenue légendaire. Un immeuble d'habitation ordinaire qu'un petit groupe de soldats soviétiques a réussi à défendre contre l'ennemi pendant 2 mois, même si la bataille faisait rage autour. Des conditions inhumaines
prévalait à Stalingrad, la poussière, la fumée et l'odeur de brûlé. Cette idée était partout. Les cadavres étaient souvent incapables d'être enterrés à temps. Ils se décomposaient donc là où ils étaient tombés. Les soldats et les civils souffraient de soif car il était difficile de trouver de l'eau potable dans les ruines. Chaque jour représentait une lutte pour la survie. Le général soviétique Vassili Tchoukov, qui a dirigé la défense de la ville, se souvenait que les nerfs des défenseurs étaient tendus à l'extrême. La mort guettait à chaque pas. Derrière chaque coin pouvait se cacher un tireur d'élite ou une grenade. Les unités allemandes contrôlaient la plupart des ruines, mais les soviétiques s'accrochaient obstinément à une petite bande le long des rives de la Volga. L'armée de Hitler, malgré des pertes terribles, n'a pas pu atteindre la rivière. Stalingrad résistait toujours avec une partie de son territoire, puis est venu le tournant. En novembre 1942, l'armée rouge a lancé une contre-attaque massive, l'opération Uranus, et a ainsi encerclé toute l'armée allemande, la 6e armée, à l'intérieur de Stalingrad en ruine. Les rôles se sont inversés, les attaquants sont devenus les assiégés. Dans l'hiver glacial, environ 300 000 soldats allemands et alliés se sont retrouvés piégés à Stalingrad. L'aviation allemande ne pouvait pas assurer suffisamment de ravitaillement. L'armée avait besoin d'environ 800 tonnes de nourriture et de munitions par jour, mais à peine environ 100 tonnes étaient livrées quotidiennement. Hitler a approuvé un pont aérien avec 500 tonnes de fournitures par jour. Cependant, la météo et les chasseurs soviétiques ont rendu possible le transport de à peine la moitié. À l'intérieur de la ville détruite, l'armée allemande a commencé à mourir lentement de faim. Noël 1942 a été célébré par les soldats allemands assiégés. Les cuisines de campagne servaient de modestes portions de viande de cheval accompagnées de choux comme festin de fête. Cela a mis fin au temps d'abondance et les temps maigres ont commencé. Quelques jours plus tard, la ration quotidienne de pain était de 50 grammes par homme. Les soldats mangeaient tout ce qu'ils trouvaient, des chevaux, des chiens errants, même de l'herbe et des morceaux en cuir d'équipement, et continuaient à mourir d'épuisement et de malnutrition. Des cas extrêmes de cannibalisme sont apparus. Une femme russe qui a survécu à la bataille a témoigné jusqu'à ce que ça gèle tant des femmes russes que des Allemands sortaient et coupaient de la viande sur les cadavres. Cette terrible phrase ne nécessite aucun commentaire. Elle illustre le désespoir des deux côtés dans le chaudron de Stalingrad. En janvier 1943, la situation des forces allemandes encerclées est devenue désespérée. Les hôpitaux étaient remplis de blessés et de gelés. Les munitions manquaient et des milliers de soldats mouraient de faim, de typhus et de dysenterie. Le commandant de la 6e armée allemande, le général Paulus, a demandé à Hitler l'autorisation de se rendre pour sauver les restes de ses hommes. Mais le commandement de Hitler a ordonné de combattre jusqu'à la dernière balle et a déclaré Stalingrad comme une forteresse. Cette stratégie fanatique n'a fait que prolonger l'agonie. Lorsque finalement, le 2 février 1943, les restes des forces allemandes ont capitulé, seuls environ 90 000 soldats ont survécu, un tiers du nombre initial. La plupart ont été faits prisonniers pour Dieu, et beaucoup ils ne sont jamais rentrés chez eux. La bataille de Stalingrad a coûté un nombre énorme de vies. Environ 1 000 soldats soviétiques et civils sont morts ici, ainsi qu'un nombre estimé de 800 000 soldats de l'Axe allemand et leurs alliés.
La ville elle-même a cessé d'exister, il ne restait pratiquement que des ruines de Stalingrad. Néanmoins, un tournant dans la guerre est né des décombres. Stalingrad a marqué le début du retrait nazi d'un point de vue de la souffrance. Cependant, Stalingrad représente un cas extrême, une combinaison de sièges et de batailles totales où la vie humaine n'avait aucune valeur. Les habitants qui ont survécu se comptaient uniquement par milliers. C'était principalement des femmes et des enfants cachés dans les sous-sols, car la population masculine était tombée au combat ou emmenée pour le travail forcé. Stalingrad a montré au monde la cruauté de la guerre dans toute sa nudité, personne n'a été épargné. Les civils, tout comme les soldats, ont vécu l'enfer. Après Stalingrad, l'initiative dans la guerre s'est inversée et les nazis ont commencé à reculer. Mais cela ne signifiait pas la fin des sièges. L'horreur des villes encerclées a bientôt frappé les habitants de l'Europe centrale aussi. Après Stalingrad, les cartes de la guerre se sont inversées, mais les sièges de ville ont continué. Du frontet, la cruelle réalité des sièges s'est vite déplacée vers l'Europe centrale aussi. Dans un instant, nous allons nous pencher ensemble sur Budapest assiégée. À la fin de la guerre, les horreurs du siège n'ont pas non plus évité l'Europe centrale. À la fin de 1944, l'armée rouge y a atteint Budapest, la capitale de la Hongrie, qui était un allié des nazis. Hitler a déclaré Budapest comme une forteresse et a ordonné qu'elle soit défendue jusqu'au dernier homme. En décembre 1944, les soviétiques ont encerclé la ville et 50 jours de souffrance ont commencé pour les soldats et les civils piégés à l'intérieur. Budapest comptait environ 1 million d'habitants avant la guerre, mais des dizaines de milliers d'entre eux ont fui avant que l'encerclement ne soit complet. Ceux qui sont restés, des centaines de milliers de civils ont dû faire face à de terribles conditions. L'approvisionnement en nourriture et en électricité s'est effondré. Les gens survivaient dans des abris de fortune, dans les sous-sols des immeubles ou dans d'énormes catacombes souterraines sous la ville. Chaque jour, des milliers d'obus et de bombes des deux côtés du front tombaient sur Budapest. Les soviétiques pilonnaient la ville de l'extérieur. Les unités allemandes et hongroises défendaient de l'intérieur des ruines. La ville s'est bientôt transformée en décombres, semblable à Stalingrad. Des civils affamés buvaient de l'eau du Danube et mangeaient tout ce qui pouvait être trouvé. Les génies essayaient d'obtenir de la nourriture par tous les moyens possibles. Les approvisionnements des magasins brisés étaient épuisés depuis longtemps. Alors ils essayaient d'échanger des biens de valeur contre de la nourriture ou allaient mendier dans les cuisines de campagne des soldats si possible. Beaucoup d'hommes se cachaient pour ne pas être emmenés de force sur le front, si bien que souvent les femmes et les enfants devaient prendre le risque de sortir chercher à manger. Dans un instant, vous entendrez une histoire choquante. Une famille de Budapest a raconté avoir aperçu un cheval maigre dans la rue qui était sur le point de tomber et le père a demandé à la mère de tuer l'animal. Prends la hache et frappe ce cheval entre les yeux. Au début, la femme ne pouvait pas le faire. Heureusement, un homme âgé l'a aidé et ils ont eu de la viande. Cette solution drastique a finalement fourni à la famille de la nourriture pour plusieurs jours. La situation des civils a été aggravée par le terrorisme des membres de la Croix fléchée, des fascistes hongrois à l'intérieur de la ville. Des exécutions de masse de juifs ont eu lieu dans les rues. Le massacre tristement célèbre où les nazis hongrois ont ligoté des groupes d'habitants juifs et les ont abattus sur les rives du Danube pour que les corps tombent directement dans le fleuve est bien connu. Des milliers de personnes ont trouvé la mort dans les eaux glacées
Ce massacre du Danube est l'un des chapitres les plus sombres du siège de Budapest et montre que la cruauté provenait également des défenseurs, pas seulement des attaquants. Budapest est tombée le 13 février 1945 après que les derniers soldats allemands et hongrois aient épuisé les possibilités de défense lorsque les forces soviétiques sont entrées dans les ruines de la ville. De nombreux civils survivants les ont accueillis en tant que libérateurs. Cependant, la joie a bientôt été remplacée par l'horreur. Un règlement brutal a commencé. Certains des vainqueurs soviétiques ont commis des violences contre des civils en guise de revanche pour les souffrances causées par les nazis. À Budapest et dans ses environs, on compte bien des viols collectifs de femmes sans distinction d'âge ont eu lieu. De nombreuses familles ont ainsi connu une autre tragédie après avoir survécu au siège. Les soldats ont également pillé tout ce qu'ils pouvaient et plus de 30 000 prisonniers ont été traînés vers des goulags en URSS. Selon les estimations, environ 38 000 civils ont perdu la vie durant le siège de Budapest, dont environ 13 000 sont tombés directement au combat et 25 000 sont morts de faim ou de maladie. De plus, on suppose que jusqu'à 50 000 femmes et filles ont été violées. Un épilogue aussi barbare a été vécu par l'une des plus belles villes d'Europe. Budapest a goûté aux horreurs du siège juste avant la fin de la guerre et un sort similaire attendait également Berlin. Dans un instant, nous nous trouverons au cœur d'une bataille désespérée pour la capitale du Reich nazi. L'acte final de la guerre en Europe a amené le siège de Berlin lui-même. En avril 1945, les forces soviétiques ont encerclé la capitale allemande et se préparaient à porter un coup fatal au Troisième Reich. Des millions de civils sont restés à Berlin, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées, et se sont retrouvés piégés sans échappatoire. La propagande nazie a diffusé la peur de la vengeance soviétique, de sorte que de nombreux Berlinois étaient terrifiés par ce qui allait arriver. Hitler a refusé l'évacuation de la population civile. La direction nazie a ordonné à la population de persévérer jusqu'à la fin et quiconque accrochait un drapeau blanc ou encourageait la reddition risquait la peine de mort. Au lieu de cela, Berlin a été transformé en Festung, une forteresse qui devait être défendue jusqu'à la fin, même par des adolescents de la jeunesse hitlérienne et des hommes âgés du Volkssturm. Ainsi, des enfants et des retraités armés de Panzerfaust ont été déployés dans des tranchées et aux barricades. Les soviétiques ont déclenché des bombardements dévastateurs autour de Berlin. Ils ont installé des milliers de canons qui déversaient quotidiennement des obus sur la ville. En quelques jours, plus d'1 million d'obus d'artillerie sont tombés sur la ville, transformant des blocs entiers de maisons en un inferno enflammé. Des blocs entiers de bâtiments ont été rasés au sol. Au milieu de cet apocalypse, les civils se blottissaient dans les sous-sols et les bunkers. Chaque sortie pour de la nourriture ou de l'eau pouvait être la dernière. Des tirs se poursuivaient dans les rues et des éclats volaient. L'approvisionnement alimentaire a échoué. Les gens mangeaient les restes des entrepôts et ce qu'ils trouvaient dans les magasins abandonnés. Dans les hôpitaux, les médicaments et les bandages manquaient et les blessés mouraient dans la douleur. Dans cette vidéo, vous apprendrez également un geste désespéré de la direction allemande. Le 2 mai, dans les dernières heures des combats, les unités SS ont fait exploser des barrages de canaux de haie, entraînant l'inondation des tunnels du métro de Berlin. L'objectif était de ralentir l'avancée soviétique, mais dans le sous-sol inondé, des centaines, des milliers massés de civils ont trouvé la mort, y compris des soldats blessés dans des hôpitaux improvisés. Cet acte était en réalité le dernier crime cruel du régime nazi commis directement contre son propre peuple. Les rues de Berlin se sont transformées en scène de chaos et de désespoir. De nombreux civils ont choisi le suicide par peur ou désespoir. Des familles entières sont mortes ensemble dans les sous-sols pour échapper
à ce qui était à venir. Le 30 avril, Adolf Hitler s'est suicidé dans un bunker sous la chancellerie, mais les combats ont continué. Lorsque finalement, le 2 mai 1945, les dernières unités défendant le centre-ville ont capitulé, les habitants survivants sont sortis des sous-sols vers une ville qu'ils ne reconnaissaient pas. Berlin était un tas de décombres fumants, dont quasiment aucun bâtiment n'était resté intact. Les estimations des pertes civiles à Berlin varient. Elles parlent de 20 000 à 50 000, mais certaines sources mentionnent environ 100 000 habitants tués et des dizaines de milliers de femmes ont rencontré un sort similaire à celui de Budapest. Dans le chaos des jours d'après-guerre, des viols collectifs ont été commis par certains membres des armées victorieuses. Malgré les efforts du commandement soviétique pour prévenir complètement cela, la violence n'a pas pu être évitée et cela fait encore partie des chapitres douloureux de la mémoire allemande. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée avec l'image d'une ville assiégée en ruine, avec des habitants affamés et traumatisés. Ces dernières scènes de Berlin ont symboliquement clos 6 années de conflits durant lesquelles les villes sont devenues des champs de bataille et leurs habitants ont été les habitants des otages de la guerre. Même en dehors de l'Europe, les n'ont pas été épargnés. Par exemple, la Manille aux Philippines est devenue le théâtre d'un massacre d'1 mois en février 1945, au cours duquel environ civils ont péri. La garnison japonaise a tué des habitants et l'artillerie américaine a réduit une partie significative de la ville en décombres. Les habitants de la petite île de Malte ont également souffert pendant plusieurs années d'isolement et de bombardements alors que leur maison était assiégée par les forces de l'Axe. La faim et le désespoir de la population civile n'étaient pas absents là non plus jusqu'à ce que les Alliés brisent le blocus. Cela prouve aussi que la cruauté des sièges urbains durant la Seconde Guerre mondiale était réellement mondiale. Exceptionnellement, certaines villes ont réussi à échapper à des destructions similaires. Par exemple, Rome a été déclarée ville ouverte par les Allemands en retraite en 1944 et elle est tombée entre les mains des Alliés pratiquement sans combat, où Paris a été libéré relativement intact grâce à un soulèvement rapide et à la capitulation des bases occupants. Dans la grande majorité des cas, cependant, durant la Seconde Guerre mondiale. Mais il était vrai que les grandes villes devenaient des cibles prioritaires de la force destructrice des belligérants, sans tenir compte des pertes civiles. Après la guerre, la communauté internationale a convenu que la starvation de la population civile ne devait plus jamais être utilisée comme arme. Le droit de guerre moderne considère donc la famine délibérée des populations comme un crime de guerre. Dans les efforts pour protéger les populations sans défense, des corridors humanitaires sont établis dans les conflits modernes pour permettre l'évacuation des civils ou l'importation de nourriture dans les zones assiégées. Malheureusement, comme le montrent même les guerres les plus récentes, ces nobles efforts ne sont pas toujours respectés et les civils continuent souvent de souffrir de façon similaire à leurs prédécesseurs durant la Seconde Guerre mondiale. Les histoires des villes assiégées nous rappellent encore aujourd'hui à quel point la souffrance s'abat sur les civils en temps de guerre. Bien que ces événements aient été incroyablement cruels, ils ont aussi apporté des leçons au monde. Dans cette vidéo, nous avons montré des parallèles entre la Seconde Guerre mondiale et des conflits ultérieurs. Par exemple, dans les années 1951
évidemment en 90, Sarajevo a subi un siège tout aussi écrasant lors de la guerre en Bosnie. Pendant 4 ans, ses habitants étaient sous le feu des tireurs d'élite et manquaient de nourriture et d'eau suffisante. Des gens y sont aussi morts de faim et d'explosions de grenades dans les rues, tout comme autrefois à Leningrad ou Stalingrad. Et plus récemment, les images de villes détruites et affamées en Syrie ou en Ukraine ont fait le tour du monde. Une preuve que la souffrance des villes assiégées n'est pas seulement de l'histoire. Cependant, chaque ville assiégée a aussi son histoire d'héroïsme et de résilience humaine. Les gens ont réussi à se rassembler dans des conditions extrêmement inhumaines, à s'entraider et à garder l'espoir. Les survivants de Leningrad ou Stalingrad ont raconté des histoires de solidarité lorsqu'ils partageaient même le dernier morceau de pain avec les plus faibles. Ces moments lumineux dans l'obscurité de la guerre sont importants. Ils montrent que même face à la faim et à la mort, certains ont réussi à maintenir leur humanité. Et pourtant, de nombreux témoins directs des sièges ont porté des cicatrices psychologiques et physiques pour le reste de leur vie. La douleur de la faim et la peur constante qu'ils ont vécue ne peuvent être oubliées et se sont gravées profondément dans la mémoire des survivants. Aujourd'hui, avec plus de 80 ans de recul, nous ne pouvons que tirer des leçons de ces chapitres tragiques. Mais n'oublions pas les victimes des sièges. Leurs histoires rappellent où la haine et la brutalité de la guerre mènent. En même temps, c'est un appel pour nous à essayer de prévenir des souffrances similaires à l'avenir. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez lui donner un pouce bleu et la partager avec vos amis.